Vous entendez agent IA partout et vous avez l'impression qu'il y a une élite de techos qui part sans vous. Ne vous inquiétez pas parce que je suis là pour tout vous expliquer. Et croyez-moi, je vous amène sur Orbit pour que vous puissiez tout comprendre sur les agents IA et commencer à saisir cette opportunité gigantesque. Parce que oui, vous avez probablement entendu ce terme partout, construisez des agents IA. Le futur est agentique, les agents vont révolutionner les business, mais concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un agent IA? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser ou est-ce que c'est que du bluff marketing? On va voir tout ça dans cette vidéo. Déjà, on va commencer par démystifier tout ça. Parce que pour comprendre les agents IA, il faut comprendre l'IA dans sa globalité. Déjà, il y a le premier niveau de compréhension, c'est celui de faire des prompts. C'est globalement ce que vous connaissez depuis l'arrivée de ChatGPT. Vous posez une question, l'IA répond et c'est tout. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un programme de sport personnalisé et il va le faire. À ce moment-là, il a une interaction. Le problème, c'est qu'à chaque fois, vous êtes obligé d'envoyer ce que vous voulez à l'IA pour avoir une réponse. Ensuite, il y a le niveau 2, ce qu'on appelle l'automatisation IA. C'est peut-être quelque chose que vous avez commencé à faire avec des outils comme Make ou Zapier. En gros, l'IA, c'est une séquence d'étapes que vous avez prédéfinie et elle va l'utiliser, l'IA, au sein d'une seule étape pour transformer quelque chose. Par exemple, quand je reçois un email, résume-le, traduis-le en français et ensuite ajoute-le à mon CRM. Ça, c'est quelque chose qui est assez prévisible puisque l'IA va suivre ce que vous lui avez indiqué de faire. Le problème, c'est encore une fois, c'est vous qui prenez la décision. C'est vous qui construisez votre automatisation et l'IA va simplement appliquer. L'IA va se poser plein de questions en relation avec ça. Ensuite, il y a le niveau 3. C'est enfin les agents IA. Contrairement à l'automatisation IA où l'IA a un scope qui est réduit à la tâche qu'il doit faire, pour un agent IA, c'est beaucoup plus varié. Et en fait, la vraie différence, c'est lui qui va prendre la décision. Si vous avez besoin d'aide de cet agent pour préparer votre rendez-vous de demain avec votre client, une automatisation serait capable de récupérer les infos du client ou encore de préparer un agenda spécifique. L'agent, lui, va décider de toutes les étapes secondaires. Donc, par exemple, il va consulter votre CRM pour retirer des infos clients. Il va regarder l'historique des échanges que vous avez avec lui. Il va checker votre calendrier pour voir l'heure prévue et ensuite, il va vous préparer un brief complet qu'il va vous envoyer par email. C'est ça la différence que l'agent va décider lui-même du chemin à prendre pour arriver au résultat. Maintenant, c'est important de comprendre comment est-ce qu'on décompose un agent IA. Pour cela, il faut comprendre, pour créer un bon agent IA, il faut 3 ingrédients essentiels. Le premier, c'est le modèle de langage, donc le LLM. Ici, on va retrouver GPT-4, par exemple, qui est de ChatGPT. On va retrouver aussi Claude, Gemini, DeepSeek. Bref, tous les modèles de langage qu'on entend partout. Ensuite, la deuxième chose, c'est les outils. C'est les actions que votre agent il peut réaliser. Donc, par exemple, consulter vos emails, consulter vos calendriers, créer un nouvel événement dans votre calendrier. Et en réalité, sans les outils, votre agenda ne serait qu'un consultant. Mais ici, il va pouvoir réellement effectuer des tâches parce qu'on va le brancher à nos outils favoris. Donc, Google Calendar, Gmail, Outlook, ClipUp. Peu importe, il va pouvoir se connecter à tous ces outils. Et enfin, la dernière chose, et c'est la chose la plus importante, ça peut être les instructions. Les instructions, c'est un peu le manuel que l'utilise que vous allez donner à votre agenda pour qu'il puisse effectuer les tâches. Il faut être extrêmement précis sur toutes les tâches et sur toutes les situations. Et c'est pour ça que j'aime bien cette comparaison avec le mode d'emploi. Parce que sur un mode d'emploi, on vous dit quoi faire. À X, Y événement. Si par exemple votre friteuse elle est cassée, on vous dit quoi faire. On vous dit également quel mode de cuisson choisir si vous voulez faire des frites ou des pommes de terre. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les agents. Donc, au niveau des instructions, il ne faut surtout pas hésiter à être hyper dense et à couvrir tous les cas possibles. Par exemple, s'il y a une situation B, une situation A, présentez les deux situations
Et si dans une situation B, il y a deux sous-situations A ou B, présentez les deux situations comme ça. En plus, il aura des contextes au plus il pourra prendre des bonnes décisions. Maintenant, on parle de innovation qui a changé la donne. Le MCP, c'est pour Model Context Protocol et ça a été créé par Anthropic, qui a été d'une boîte concurrence d'OpenAI. Donc, en gros, le MCP, c'est un protocole de communication qui standardise comment est-ce qu'on peut communiquer avec les différents outils et comment est-ce que les LLM peuvent communiquer. Techniquement, sans que ce soit compliqué, c'est un protocole de communication qui permet au modèle d'IA d'interagir avec différents outils. Mais concrètement, imaginez le MCP comme une sorte de connecteur USB-C. Vous voyez sur tous vos smartphones aujourd'hui, tout le monde a de l'USB-C. Pourquoi? C'est tout simplement pour standardiser le port et que tout le monde puisse avoir le même chargeur globalement. Le MCP, c'est la même chose pour avoir quelque chose de standardisé sur tous les outils. Parce qu'avant, ce qu'on utilisait, c'était API. Et le problème des API, c'est qu'il fallait définir à chaque fois, est-ce qu'on a envie de créer un événement? Est-ce qu'on a envie de supprimer un événement? Est-ce qu'on a envie de modifier un événement? Et à chaque action avait ce qu'appelait un quel API. Aujourd'hui, le MCP vous donne accès à l'intégralité des actions qui sont possibles de faire d'une application. Donc, plutôt de connecter 4 actions différentes, on vous connecte juste un MCP. Si vous voulez, vous pouvez tester sur N8N. Il y a des intégrations natives. Ça vous permet à un clin d'œil de pouvoir ajouter tous vos outils. Maintenant que vous êtes un pro sur les MCP, c'est important de comprendre comment utiliser un agent IA. Parce que si on est honnête aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sur des automatisations IA que sur des agents IA. Évidemment, ça va de plus en plus progresser vers les agents IA. Mais pour certains experts, y compris chez Anthropic, c'est un peu surcoté. Mais il y a quand même des cas où ça va être très utile. Il y a un quatrième élément qu'on voit de plus en plus, c'est le RAG. Pour Retrieval Augmented Generation. Autrement dit, c'est un terme technique qui cache quelque chose de simple. Donnez à votre agent la capacité d'aller chercher dans vos propres documents avant d'effectuer une réponse. Et au lieu de répondre avec des connaissances générales qu'il y a de facto, il va aller chercher dans vos données pour mieux répondre. Et là, vous allez me dire, oui Richard, c'est quoi la différence avec un outil classique? Eh bien, l'outil va falloir des actions à réaliser pour obtenir ce que vous voulez. Par exemple, obtenir une liste de notes, le RAG va transformer tous les contenus que vous allez lui donner en mémoire. Il va puiser toute la mémoire afin de donner une réponse. Et pour créer un RAG, vous pouvez utiliser des outils comme Pinecone, Flewiz ou encore LangChain. Maintenant, vous pouvez dire, ok, ça a l'air hyper cool, les agents. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué? Parce que oui, il y a un aspect crucial qu'on oublie souvent, c'est l'intervention humaine. Dans la vraie vie, même chez les humains, les meilleurs employés ne prennent pas toutes les décisions tout seuls. Ils collaborent avec des gens. C'est la même chose pour les agents. Il y a une approche qu'on appelle Human in the Loop, qui intègre une supervision stratégique à des moments clés. Les outils comme par exemple N8N nous donnent la possibilité d'avoir une intervention humaine pour confirmer la théorie de l'agent avant d'effectuer une action. C'est quelque chose qui est très utile parce qu'on va pouvoir vraiment considérer l'agent comme un collègue de travail. Ça y est, maintenant vous savez tout. La question à se poser, c'est comment et quand utiliser un agent. Il y a beaucoup de cas d'usage différents, mais ce qui cartonne, c'est effectuer toute une série de tâches répétitives imbriquées. Par exemple, je devais écrire un script de vidéo YouTube, je pourrais demander à un agent qui lui-même va demander à un sous-agent qui est spécialisé dans la création d'intro pour YouTube. Ensuite, un agent qui est spécialisé dans la création de scripts. Ensuite,
un agent qui est spécialisé dans la création de miniatures. Et cet agent principal qui pilote ses sous-agents pourrait me retourner une vidéo complète. Ensuite, la deuxième cas d'usage, c'est évidemment le code. Parce que l'avantage avec le code, c'est qu'on peut très facilement définir si ça marche ou pas. Et les agents sont plutôt bons à utiliser. Et c'est ce qu'on trouve dans les outils de code assistés par l'IA comme Bolt ou Lovable. Ensuite, il y a des recherches avancées. Donc, avec le RAG, on a parlé, il y a l'intégration avec tous vos outils quotidiens, comme vos calendriers et ce genre de choses. Mais les cas où il faut éviter d'utiliser des agents IA, c'est plus pour les agents grand public autonomes. Vous savez, ceux qui vont prendre le contrôle de vos ordinateurs pour faire des réservations de vol et faire itinéraire de voyage. Ça, on est encore à un stade où c'est toujours plus facile de le faire soi-même. Ensuite, la deuxième chose, c'est des tâches à haut risque, sans vérification. Par exemple, moi, je ne confierai pas la tâche d'envoyer un email sans relire à 30 personnes. Dans le secret, c'est vraiment trouver le point équilibre entre des tâches qu'on peut déjà commencer à déléguer à des agents et des tâches qu'on ne va pas encore tout de suite déléguer à des agents. Donc voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les agents IA. Vous en savez probablement plus que 95% des gens qui en parlent sur LinkedIn. Honnêtement, le monde des agents IA évolue à une vitesse folle et que cette marche et ce qui marche aujourd'hui pourrait très bien être obsolète demain. Donc pour finir, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne et sinon je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.